Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. C'est une révolution progressive, mais une révolution sans commune mesure avec le passé qui s'accomplit dans le monde du travail. Vous l'aurez peut-être observé autour de vous, dans votre entreprise, vos magasins, ou la manière de vous faire livrer des pizzas. Aucun secteur, aucune région du monde n'est épargné par les bouleversements. Y aura-t-il, dans 20 ou 30 ans, du travail pour tous? Ce que nos enfants apprennent aujourd'hui, sera-t-il encore valable demain? Y aura-t-il encore de véritables entreprises avec des salariés, des patrons, des syndicats? Ou alors seront-elles remplacées, ces entreprises, par des plateformes virtuelles qui gèrent et contrôlent à distance des travailleurs connectés avec leur smartphone? Les nouvelles technologies sont-elles porteuses du pire ou du meilleur? Vont-elles réduire les inégalités ou plutôt les aggraver? Le revenu universel de base est-il la solution aux problèmes de l'avenir? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec notre invité, le directeur de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder. Il dirige une organisation qui célèbre cette année son centenaire, l'occasion, avec lui dans Géopolitis, de se projeter dans l'avenir du travail. Voici quelques chiffres pour situer la mesure des enjeux. En Europe, la part de la population inactive va augmenter de 25% d'ici 2050. Et dans le même temps, en Afrique, en Amérique latine, des dizaines de millions de jeunes vont arriver sur le marché du travail. Dans les économies les plus développées, en Asie, aux États-Unis, on estime que la moitié des emplois actuels vont disparaître. Ils seront remplacés par des systèmes automatiques. La bonne nouvelle, pour les 5 prochaines années, c'est que grâce aux nouvelles technologies, on créera davantage de places de travail que celles qui auront été condamnées. À Paris, Jean-Philippe livre des repas à domicile pour Deliveroo, une entreprise active dans 13 pays. Et comme pour 50 000 autres coursiers qui travaillent pour cette société britannique, le patron de Jean-Philippe, c'est une application. Elle communique avec lui en temps réel. Là, l'appli va sonner jusqu'à ce que j'accepte la commande. J'accepte la commande. Et je dois me rendre le plus vite possible à cette adresse. Les livreurs Deliveroo ont un statut d'auto-entrepreneur. Ils ne sont pas employés. À la clé, des horaires à la carte. Jean-Philippe apprécie cette indépendance, mais certains n'y trouvent plus leur compte. De l'autre côté de la Manche, dans les rues de Londres, Billy enchaîne jusqu'à 20 livraisons par jour. Et ça ne paie pas beaucoup. Je suis payé l'équivalent de 4,30 € par livraison. Je ne gagne pas d'argent si je ne fais pas de livraison. Donc Deliveroo considère que lorsque j'attends sous la pluie qu'une livraison apparaisse, ce n'est pas du travail. L'entreprise ne prévoit aucune protection en cas de maladie ou d'accident. Deliveroo n'assure aucune cotisation sociale. Et si Billy casse son vélo, il devra payer de sa poche les réparations. Ce modèle d'entreprise se propage à une vitesse folle. En Suisse aussi. Batmaid propose depuis 2015 un service de femmes de ménage en ligne. La start-up basée à Lausanne fonctionne comme un intermédiaire. Mais chez eux, les cotisations sociales et aux assurances sont incluses. Je pas de souci avec tous les paperasse, tous les papiers qu'on doit remplir pour les contrats. Comme ça, c'est eux qui s'occupent de tout. À Genève, Paris ou Barcelone, tout le monde connaît les taxis Uber. Tout est conçu pour rationaliser le travail des chauffeurs au maximum. Les algorithmes servent aussi à noter leurs performances. Alors moi j'ai une note à 4,80, ça va, c'est une bonne moyenne. Et puis on a un bref aperçu pour savoir en pourcentage les notes qui nous sont attribuées. Qu'est-ce qui se passe si vous descendez à 4,5 par exemple? Alors il y a le risque, c'est que Uber peut nous désactiver le compte. Être licencié d'un simple clic. Et si c'était ça, l'avenir du travail? Et si c'était ça l'avenir du travail? Bonjour Guy Ryder. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous à l'Organisation internationale du travail. Vous dirigez une organisation qui fête cette année son 100e anniversaire. On a commencé par voir cet exemple de ces livreurs en Grande-Bretagne. Ils ne sont pas salariés, ils sont pilotés, contrôlés par des logiciels et ils communiquent avec leurs entreprises via des applications. Est-ce que c'est cela l'avenir du travail ?
La réponse à votre question, c'est ça dépend. Parce que la première chose à retenir, c'est le fait que l'avenir du travail n'existe pas. L'avenir du travail, c'est ce qu'on va faire de cet avenir. Et donc, cet exemple que vous avez présenté, qui est très impactant quand même, est-ce que ça correspond avec ce qu'on veut? Et évidemment, si on travaille sans les minimums garantis d'un salaire avec lequel on peut vivre sans la moindre protection sociale... Il n'y a pas de pause payée, il n'y a pas... etc. Il faut se poser des questions. Mais souvent, les consommateurs trouvent leur compte dans ce genre de fonctionnement parce que les prestations sont souvent moins chères. Comment on va réussir à faire l'équilibre entre ces consommateurs et puis ces employés toujours plus précarisés? Oui. Bon, le problématique, c'est que nous sommes tous consommateurs et travailleurs, la plupart d'entre nous. Hein. Et donc, il faut trouver ces équilibres. Mais je ne pense pas que les citoyens veulent vraiment profiter de formes de travail qui ne sont pas acceptables socialement. Donc, je pense que la qualité du travail est peut-être le point de départ dans ces débats. Vous avez vu peut-être cette nouvelle, la semaine dernière, il y avait un hôtel au Japon qui n'utilisait que des robots, des machines, 240 machines. Oui. Et on va licencier une partie de ces machines à cause de dysfonctionnements techniques pour les remplacer par des employés en chair et en os. C'est une nouvelle qui vous fait plaisir, je suppose? Écoute, quelque part, c'est rassurant pour nous tous, hein, pour les journalistes, pour les fonctionnaires. Hein. Il y a certainement des choses, des éléments qui, à mon avis, au moins, auront besoin de l'intervention humaine. Et c'est tant mieux. Et je pense que la rationalité économique va jusqu'à un certain point. Certainement, il y aura des boulots, il y aura des emplois où on peut remplacer l'être humain. Mais pas tous. Et le contact humain sera toujours, je pense, important. Ça dépend aussi des préférences de chacun d'entre nous. Il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y aura du travail dans 20 ou 30 ans pour tout le monde? Est-ce que nos enfants, dans le travail de demain, auront une place? Écoutez, on a déjà vécu ce débat. On a déjà, je pense, surmonté la thèse du fin de travail. Je n'y crois pas. Hein. Je pense qu'il y aura toujours du travail, et je ne pense pas qu'on se dirige vers un avenir avec une pénurie chronique de travail. Il ne faut pas oublier, nous habitons déjà dans un monde où le chômage existe et où les niveaux de chômage en général sont inacceptables. Presque 200 millions de travailleurs au chômage. Mais non, je ne pense pas que 4e révolution industrielle veut dire chômage chronique. Mais à nous d'organiser le monde du travail, à nous de maîtriser ces révolutions pour en tirer tous les bénéfices qui sont là. Les opportunités sont là. Mais dans les économies développées, on dit que 50% des emplois actuels vont disparaître d'ici 20 ou 30 ans. C'est inquiétant tout de même. Oui, ils disent que les enfants qui sont nés aujourd'hui, 60% vont faire des boulots qui n'existent pas aujourd'hui. Bon, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire. Et je pense que ça démontre qu'il faut quand même se pencher sur les questions de l'éducation, de la formation, mais aussi savoir s'adapter. Parce que nous vivons, et là tout le monde est d'accord, nous vivons une époque de changement extraordinaire, une rapidité, une profondeur que nous n'avons pas vécu avant. Hein. Donc nos capacités d'anticiper et ajuster en fonction de ces défis est absolument essentielle. Mais on a toujours, les révolutions industrielles ont réussi à créer de nouveaux emplois. Est-ce que vous pensez que cette 4e révolution, on va aussi réussir, cette fois, à créer de nouveaux emplois? C'est la question. Est-ce que, cette fois, la 4e fois, est-ce que c'est différent? Et je répète la réponse que je vous ai déjà donnée. Ça dépend. Ça dépend comment on organise la société. Il n'y a aucune fatalité. Hein. Et il faut rappeler quand même, entre parenthèses, le communauté internationale a déjà décidé ce qu'il veut. L'agenda 2030 des Nations Unies, la stratégie pour le développement de l'avenir, a un objectif qui dit qu'on veut le plein emploi, on veut le travail décent pour tous. À nous de nous atteler pour générer cet résultat. Tout à fait faisable. Il y a la quantité d'emplois, il y a aussi la qualité de l'emploi.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va quand même vers un monde du travail de plus en plus déshumanisé? Le danger est là. Et je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'inégalité. Parce que quand on parle de l'avenir du travail, on a le sentiment qu'on va créer des postes de travail d'une extraordinaire qualité, avec qui demandent quand même des capacités extraordinaires. Mais on va créer aussi beaucoup de small jobs. Et de l'autre côté, on va avoir quand même les little jobs, les poor jobs. Et là, je pense que sans une intervention intelligente, une intervention efficace, il existe le danger de cette polarisation qui va accroître encore ces inégalités qui nous préoccupent déjà. L'autre côté, c'est la déhumanisation du travail. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que le travail, c'est un acte social. C'est un acte social. C'est là où les gens se connectent les uns avec les autres. Ça, c'est un élément, l'élément collectif du travail. Et deuxièmement, c'est le rapport être humain-technologie. Et là, nous sommes absolument clairs. Il faut que ce soit l'humain qui est servi par le travail. Ce n'est pas l'humain qui doit servir comme objet de ressources, de production. Presque inhumain. Donc l'humain au centre. Absolument, l'humain au centre. Est-ce qu'il y aura encore dans 20 ou 30 ans des patrons, des salariés et des syndicats? Moi, je pense que oui. Mais il faut... Vous espérez ou vous pensez? Les deux choses. Mais la première chose à dire, c'est que nous avons créé dans nos sociétés énormément d'institutions, la protection sociale, autour de le rapport employeur-employé. C'est un des éléments de construction de nos sociétés. Si ça disparaît, si ça devient moins important, je pense que nous sommes effectivement face à des énormes difficultés. Je vais aborder maintenant avec vous le chapitre des inégalités sociales, des inégalités de revenus. Et on va voir avec ce reportage qu'il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le monde du travail. C'est l'homme le plus riche de la planète. Jeff Bezos, patron d'Amazon, avec plus de 600 000 employés dans le monde et une fortune estimée à 135 milliards de francs. Jeff Bezos est à la tête du club très fermé des 26 milliardaires qui détiennent aujourd'hui entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et ce fossé entre riches et pauvres est toujours plus profond. En 2018, la fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards de dollars, soit 2,5 milliards de plus par jour. La fortune des plus pauvres a, elle, chuté de 11%. Des écarts toujours plus grands, une tendance qui touche aussi les salaires depuis 40 ans. Et en la matière, les grands patrons américains des sociétés cotées en bourse sont les champions du monde. Ils gagnent 265 fois plus que le revenu moyen d'un salarié. En Inde, c'est 229 fois plus. Et en Grande-Bretagne, 201 fois. La Suisse apparaît au 6e rang mondial. Le revenu des patrons y est 152 fois plus élevé qu'un salaire moyen. Plus bas dans le classement, on retrouve la France, où les PDG du CAC 40 gagnent 70 fois plus que la moyenne. Plus égalitaire que les autres pays, mais de quoi tout de même indigner Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Le capitalisme auquel nous croyons doit réduire les inégalités et pas les renforcer. Viser moins d'inégalités, avec par exemple l'assurance que les entreprises et les plus riches payent leur part d'impôts, un choix politique difficile à appliquer. Récemment, Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune élue au Congrès américain, a proposé l'idée de taxer jusqu'à 70% les ultra-riches, une véritable onde de choc au pays de l'oncle Sam. L'évolution du travail s'est accompagnée durant ces dernières décennies d'une augmentation des inégalités. Est-ce que c'est pour vous, directeur de l'Organisation internationale du travail, un constat d'échec? Tout à fait, oui. On constate depuis, vous avez dit, quelques décennies, au moins 30 ans, 40 ans, que les salaires ne suivent pas les augmentations de productivité. C'est-à-dire que, tout simplement, les travailleurs ne partagent pas dans la richesse
qu'il contribue à créer. Il y a 20 ans, peut-être, on disait, oui, bon, ces inégalités, c'était le prix à payer pour une croissance dynamique, des sociétés qui fonctionnent, l'économie de marché qui fonctionne comme il faut. Maintenant, je pense, et c'est reconnu internationalement, le Fonds monétaire international nous dit que les niveaux actuels d'inégalité sont un problème pour la création de l'emploi et pour la croissance économique. Donc, on a déjà arrivé à une limite, je pense qu'il ne faut pas dépasser. Est-ce que vous pensez que la financiarisation de l'économie est responsable de l'accroissement de ces inégalités? Ça a contribué, certainement. Des entreprises qui cherchent à avoir des résultats financiers tous les 3 mois à un certain niveau ne font pas peut-être attention aux défis du long terme. Il y a des pressions immédiates à court terme qui nous font du mal. Et ça vient du monde financier. Et il y a des hauts salaires, les grands patrons qui sont 300, 350 fois plus importants que les salaires les plus bas dans l'entreprise. Oui. Le rapport entre les salaires minimums d'une côté et les rémunérations des chefs d'entreprise, les différences sont énormes aujourd'hui. Mais vous pensez qu'il faudrait légiférer sur ces écarts de salaire? Oui, je le pense. Et là, il faut, comme je l'ai dit, il faut revenir sur l'idée d'un contrat social. Il faut voir comment les salaires sont décidés. Nous avons vu ces dernières années un affaiblissement de la capacité de négociation des syndicats. Nous ne pratiquons pas la négociation collective qu'on faisait avant. Les salaires minimums ne sont pas fixés de la même manière. On a quand même des outils pour donner des réponses à ce genre de défis. L'Europe, aujourd'hui, perd du terrain sur la scène internationale. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'avec cette perte de terrain, on perde aussi du terrain sur ce modèle social de protection, de meilleure répartition des richesses? Je pense que vous avez raison. Quelque part, historiquement, le projet européen a reproduit dans la pratique certains principes, certaines pratiques qui sont à la base de notre organisation, c'est-à-dire la coopération entre gouvernement, employeurs, travailleurs, l'idée d'une certaine justice sociale, l'idée de partenariat au travail. Et là, dans les mesures que l'Europe rencontre des difficultés, des obstacles, c'est vrai que c'est préoccupant. Et mon idée personnelle, je suis britannique, mais je suis européen, fermement. Je pense que le meilleur chemin à l'avenir pour l'Europe, c'est de rester loyal à ses principes de base, ses principes historiques. Alors j'aimerais maintenant aborder avec vous ce dernier chapitre, c'est la question du revenu universel de base ou du revenu citoyen. Monica élève des poulets dans l'ouest du Kenya, un élevage qu'elle a pu développer avec son mari grâce au revenu universel distribué dans son village. Tous les mois, depuis 2 ans, elle reçoit 2250 shillings, soit une vingtaine d'euros, une somme qui a changé sa vie. Cet argent va me sortir de la pauvreté, parce que après avoir accompli tous mes rêves, je pourrai ensuite investir mes économies dans mon entreprise et la faire grandir. Et j'aurai une meilleure vie. Tester de nouvelles méthodes pour lutter contre la pauvreté et repenser l'aide humanitaire, c'est l'objectif de l'ONG américaine Give Directly. Depuis octobre 2016, elle étudie l'efficacité du revenu universel. Lorsque vous donnez du cash aux gens, la première chose que vous leur donnez, c'est le choix. En gros, nous leur disons, voici les ressources, à vous de décider ce que vous voulez en faire. Vous donnez donc aux gens un choix, ce que l'aide traditionnelle ne fait pas. Environ 20 000 personnes bénéficient de cette campagne de versement d'un revenu universel, la plus importante jamais réalisée dans le monde selon l'ONG. Pour les villageois, pas question de gâcher cet argent. Qu'est-ce que vous voulez que j'achète avec 2000 shillings? C'est juste assez pour vous nourrir. Ce n'est pas assez pour aller acheter des choses inutiles. Cet argent doit vous aider à gagner votre vie, pas à faire des achats futiles. Les bénéficiaires sont répartis en plusieurs groupes. Certains recevront de l'argent pendant 2 ans, d'autres pendant 12 ans. L'expérience permettra aux habitants de ce village de manger à leur faim tous les jours, sans perdre de vue l'objectif final, mettre définitivement fin à l'extrême pauvreté. Pierre Heider, êtes-vous favorable au revenu universel de base? Pas vraiment. Pas vraiment.
Il faut dire que je comprends la motivation de ceux qui avancent l'idée d'un revenu universel. Mais quelque part, à mon avis, cela représente un abandon du travail. C'est-à-dire que c'est un petit peu la reconnaissance. On avoue qu'on n'est plus en mesure d'organiser le monde du travail pour assurer à chacune et chacun une revenu décente. C'est une sorte de négation de la valeur du travail? Je crois. Et là, ça nous ramène sur un point que je trouve très important. Même si moi ou vous pourriez avoir un revenu raisonnable sans travailler, est-ce que c'est ça la vie qu'on veut? Parce que le travail a une valeur en soi. Il y a une valeur sociale, mais il y a aussi une valeur qui a à voir avec le développement des capacités de chacun d'entre nous. L'idée vient d'ailleurs... il y a beaucoup de partisans du revenu universel dans la Silicon Valley, dans les milieux libertariens américains aussi. Est-ce que ça vous étonne que ça vienne de là? Pas du tout, parce que peut-être Silicon Valley nous réserve un avenir du travail où chacun travaille dans une plateforme. Aujourd'hui, je vais gagner de l'argent, demain pas du tout. Et donc, il y aura besoin d'une socle de revenus universel. Je vais vous surprendre peut-être, mais cette image pour le 21e siècle, ça me rappelle vachement le 19e siècle. Le travail journalier qui devrait se présenter pour travailler dans la place du village. Ouais. Aujourd'hui, il travaille. Demain, si le patron ne veut pas, il ne travaille pas. Il verra sur son application. Mais même chose pour les dockers. Chez moi, à Liverpool, on travaillait comme ça. C'était pas vraiment une utopie. Donc, c'est pas ce chemin-là, je pense, qu'il faut suivre. Merci, Guy Ryder, d'avoir accepté cet entretien pour Géopolitis. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Je vous remercie. Merci. Toutes les époques ont engendré des révolutions formidables dans le monde du travail. Il y a un peu plus d'un siècle, Henry Ford lançait la production à la chaîne dans ses usines de Détroit. Le début d'une nouvelle ère industrielle. C'est notre rubrique Ce jour-là, façonnée artisanalement par Kevin Gertsch. Ce jour-là, le 7 octobre 1913, le travail moderne connaissait sa première grande révolution. Les ouvriers restent à leur poste et ce sont les pièces qui avancent vers eux. À l'origine de ce travail répétitif, Henry Ford veut optimiser chaque geste pour produire plus. Si vous économisez 10 pas par jour à chacun des 12 000 employés, à la fin de l'année, vous économiserez 75 km de mouvements gaspillés et d'énergie inutile. Le Fordisme va permettre de fabriquer la première voiture grand public, la mythique Ford T. Avant la chaîne de montage, il fallait 12 heures pour fabriquer un véhicule. Avec elle, à peine 1h30. En quelques années, la méthode Ford permet de diviser les coûts de production par 2. La production explose, la voiture devient un produit de masse, accessible à presque tous. Même les ouvriers de Ford ont les moyens de s'en payer une. Il y a des ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention. Dans son film Les temps modernes, Charlie Chaplin fait une critique mordante de cette métamorphose qui va s'imposer dans toutes les usines du monde. Alimentation, électroménager, automobile. Aujourd'hui, l'obsession de la productivité est toujours bien là. Mais sur les chaînes de production, l'être humain a presque disparu. Et quelques propositions pour prolonger cette émission chez vous. Et tout d'abord, le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail qui vient d'être publié. C'est disponible sur le site de l'OIT. Guy Ryder, son directeur général, était l'invité de Géopolitis aujourd'hui. Sur RTS2, le 11 février prochain, vous pourrez voir ce documentaire, Les nettoyeurs du web, ces petites mains, ces forçats du clic, comme on les appelle, comment, à l'autre bout du monde, les réseaux sociaux effectuent leur grand nettoyage parmi des millions de commentaires, de textes et d'images. Un extrait en avant-première. J'ai accepté de vous parler parce qu'il faut que le monde sache que nous existons.
que des gens sont là pour contrôler les réseaux sociaux. Et nous faisons de notre mieux pour garantir la sécurité de ces plateformes. Supprimer, ignorer, Et voilà, Géopolitis, c'est tout pour aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver au rendez-vous dans une semaine sur RTS et TV5 Monde. À bientôt.